Bienvenue sur la Tribune des Pirates. Nous rencontrons Fouadi Marraine concernant la polémique autour de la norme AFNOR. Assalamu alaikum Fouadi Marraine. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour vous présenter, vous êtes le porte-parole d'AVS, donc c'est un organisme qui certifie le halal en France auprès de différents industriels, c'est bien ça? Tout à fait, oui. AVS est un organisme de droit privé, ce qu'on appelle communément Association de loi 1901, qui certifie des produits carnés, c'est-à-dire de la viande, dans des sites industriels de fabrication ou d'abattage, et qui garantit et qui contrôle les produits certifiés AVS auprès de certains établissements de vente au détail comme les boucheries et les restaurants. Ok. Alors l'actualité aujourd'hui, c'est que l'AFNOR vient de publier une norme concernant les produits halal. Comment l'avez-vous reçue? Alors la norme HACCP halal de l'AFNOR, donc qui vise tout le process après l'abattage et qui a pour vocation de garantir le caractère de halal des produits sur un plan sanitaire, juridique, ainsi de suite, est une norme qui a été annoncée, donc publiée fin août 2018 et qui en fait est le fruit d'un travail dans lequel participaient les musulmans depuis des années et un travail auquel ils avaient cessé de participer parce qu'ils se rendaient compte que l'AFNOR, organisme semi-privé, semi-public, l'Agence française de normalisation. Française de normalisation, ils se rendaient compte, les musulmans se sont rendus compte qu'en fait, l'abattage qu'ils voulaient prôner était un abattage avec assommage, mais comme nous on s'y opposait, donc ils ont décidé de ne plus aborder cette question-là. Donc pour nous, on ne cessait de répéter que le halal est un concept religieux, c'est une définition religieuse, donc c'est lié à un exercice cultuel et donc c'est les religieux qui le définissent et non pas un organisme d'État qui doit le définir. Donc aujourd'hui, une norme halal qui est rendue publique et qui est censée se pratiquer ou être utilisée au milieu industriel, qui est un concept religieux sans les religieux, il y a un problème. Oui, d'ailleurs, la communauté juive a tout de suite refusé de s'impliquer auprès de l'AFNOR. Tout à fait. Depuis des années déjà, les organismes religieux ont refusé l'idée de normer le kasher, qu'il est une norme kasher, parce qu'ils ont répondu globalement, collectivement, que c'est une affaire religieuse, c'est un concept religieux, c'est une définition religieuse et c'est une responsabilité religieuse et qu'elle est déjà élaborée, définie. Et c'est ainsi que nous, dans les tables de travail, dans l'élaboration de cette norme, on ne cessait de le répéter à l'État. Attention, la définition est déjà élaborée, c'est pas à l'État de produire une nouvelle définition du halal. Et c'est pour cela qu'on avait décidé d'en sortir et malheureusement, cet organisme semi-public, semi-privé a poursuivi la démarche d'une manière malhonnête, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour nous sortir en 2018, août 2018, une norme à laquelle aucun musulman n'a participé. Et qui est derrière l'AFNOR? Alors l'AFNOR, c'est une association, et donc forcément il y a un conseil d'administration, et dans le conseil d'administration il y a du privé, il y a du public, donc il y a des représentants de l'État, il y a des représentants des milieux industriels, des milieux des sociétés civiles, il y a une espèce de patchwork de différents acteurs qui se préoccupent de la question de la norme. Les industriels pouvaient avoir des gens qui interviennent dans l'industrie sidérurgique, vous pouvez avoir des gens qui interviennent dans l'industrie agroalimentaire, c'est très varié. Pourquoi? Parce que tout est normé, les lunettes qu'on porte, pour dire que les lunettes c'est des lunettes, c'est qu'il y a une définition au préalable. Le verre qu'on utilise pour les lunettes, c'est aussi normé, par exemple. Essilor, c'est eux qui ont plus ou moins imposé leurs normes du verre, qu'aujourd'hui tout commerçant, tout industriel doit fabriquer parce qu'effectivement c'est réglementé. Donc ils ont voulu s'imposer au-dessus des musulmans. Alors on s'est rendu compte au fur et à mesure de la table de travail que certains acteurs participant à la table de travail, parce que la table de travail elle comprend les musulmans et des non-musulmans, et parmi les musulmans il y a aussi des opérateurs économiques, et parmi les non-musulmans vous avez l'administration des pouvoirs publics, vous avez des acteurs économiques, toute industrie confondue, et vous avez les représentants de l'AFNOR. Et donc l'AFNOR a pour vocation de conduire le projet dans une méthodologie donnée qui fait que ça peut être accepté comme une norme. Après, vous avez et les industriels, et les acteurs économiques, et les acteurs religieux, chacun essaie de défendre sa conception du projet. Donc nous, les musulmans, nous, en tant que musulmans actuels, on n'a rien à inventer sur le halal, puisque c'est défini historiquement. Malheureusement, certains industriels ne sont pas très nombreux.
ne l'entendaient pas de cette oreille-là, et ils ont continué sur les musulmans, et pour eux il y avait un objectif final, fondamental, qui est celui d'avoir un outil qui leur permet d'aller sur le marché du halal à plus grande échelle, au niveau européen, au niveau international. Et pourquoi font-ils cela? Parce qu'il y a un enjeu économique énorme selon eux, parce qu'il y a beaucoup de spéculation autour du halal. On parle de 600 milliards, 700 milliards, des enjeux énormes, parce que tout simplement en Europe, les gens mangent de moins en moins de viande, les gens se dirigent de plus en plus vers les plats cuisinés, les gens veulent de plus en plus d'exigences de transparence dans le bien-être animal, dans l'élevage, dans l'industrie, et donc la réglementation complique la productivité, et donc du coup il y a des marchés à exploiter qui permettent de rééquilibrer ou de rattraper le déficit de certains industriels, qui est le marché du monde musulman. Et donc pour percer dans le marché du monde musulman, il faut venir avec des attestations, parce que le monde musulman lui-même est en train d'aller vers le sens d'une plus grande réglementation encadrant le halal. Et pourquoi l'État ne laisse pas les musulmans s'organiser eux-mêmes? Parce que ceux qui représentent l'État, il y a une tendance générale à avoir une perception négative de l'islam et des musulmans, donc il y a cette idée de contrôle derrière, contrôler les musulmans pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des enjeux internationaux, il y a des enjeux nationaux, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux économiques, il y a énormément d'enjeux qui font que l'islam musulman aujourd'hui est un débat central, est un sujet central qui mobilise, qui fantasme, qui aspire, qui motive beaucoup de gens de toute nature. Et donc l'État fait partie de ces gens-là qui a cette tendance depuis des décennies à vouloir dicter aux musulmans leur conduite, alors que par principe, l'État n'a pas à dicter les citoyens dans leur quotidien, mais doit écouter les citoyens organisés et répondre aux besoins des citoyens dans leur quotidien, dans leurs besoins. Oui, normalement, l'État est laïque et n'a pas à s'immiscer dans... Alors, dans l'absolu, effectivement, la laïcité est un principe fondateur de la société française, mais on va plus parler d'une catho-laïcité, c'est que la société a organisé sa laïcité autour de la religion majoritaire de l'époque et qu'il l'est toujours autant que religion monothéiste, parce que la plus grande religion, c'est les gens sans religion. Sur plus de 60 millions d'habitants, il y a à peine 25 millions de catholiques, il y a à peine une dizaine de millions, dans le meilleur des cas, de musulmans, il y a autour de 600-700 000 juifs, mais tout le reste n'est pas dans le monothéisme. Donc quand on dit que l'islam est la deuxième religion, ça fait partie des préjugés et des fantasmes sur l'islam. Mais c'est qui la première religion? Elle est à combien? Donc ça c'est important. Deuxième élément important, l'islam est aussi une question de chancellerie étrangère. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est des gros contrats avec la France. Ce pas des petits contrats. L'Arabie Saoudite, c'est des gros contrats. Donc il y a ce jeu de rôle dans lequel rentre l'État français au détriment des intérêts de ses propres citoyens de confession musulmane et des citoyens d'une manière générale. Donc cette laïcité, elle est appliquée à géométrie variable. Donc quand il y a un intérêt de l'État, comme souvent dans l'histoire de la République française, il y a la raison d'État qui prime sur tout principe d'État ou sur tout principe républicain. Ils veulent aussi faire financer le culte musulman par le halal. Voilà, ça aussi c'est un autre fantasme. C'est comme si le culte musulman ne s'auto-organise pas déjà. Il s'auto-organise, il est complètement indépendant, il s'autofinance complètement. Et le fantasme veut que les musulmans travaillent ou dans l'ombre, en cachette, on ne sait pas ce qu'ils font alors que tout est transparent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les musulmans ne cherchent pas les ressources financières pour construire leurs mosquées, leurs écoles à partir de la viande. La question halal, c'est un acte spirituel important. Donc je vois mal comment on va exiger de tout musulman qui achète de la viande halal de financer une mosquée, une école, ainsi de suite. Troisième élément, la question du halal est plus compliquée qu'on le croit, parce que ceux qui effectivement génèrent beaucoup d'argent, c'est des privés, c'est des opérateurs économiques privés. Donc l'État ne va pas procéder à une taxe supplémentaire, alors que les entreprises payent des impôts, payent des taxes, elle ne va pas taxer pour un principe religieux des entreprises, elle n'a pas le droit. Donc tout le débat qui est mené aujourd'hui, on disait ouais mais c'est les organismes de certification qu'on peut taxer, mais il faut voir de plus près combien gagnent les organismes religieux de certification, et dans quoi ils dépensent cet argent-là. Donc ça ne tient pas la route selon vous? C'est un argumentaire complètement fallacieux,
Malheureusement, même quand il y avait des débats à la télévision, ben, on nous a ramené quelques politiques qui un matin se sont réveillés. Ils ont dit voilà, j'ai une idée géniale pour ma campagne électorale. Le halal doit financer l'indépendance de l'islam. Et ouais, on ne dira pas de nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité. Mais les plus concernés, les acteurs impliqués ne sont jamais invités dans les débats. Et c'est volontaire, évidemment. Concernant donc la norme de l'AFNOR, quelle alternative proposez-vous? Alors, l'alternative, elle existe. Les musulmans travaillent dans ce domaine-là, que ce soit les opérateurs économiques, les certificateurs ou les mosquées sont sur ce terrain depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 5-6 ans, ils ont travaillé sur une charte commune halal qui sert de référent religieux pour tous les musulmans. Ils ont trouvé un commun accord, ils se sont basés sur les textes fondateurs de l'islam, ils ont élaboré, mais malheureusement l'État français n'a pas voulu que cette charte soit communiquée au grand public. Pourquoi? Parce qu'on était en plein campagne préélectorale, on était en plein période où L214 sortait toutes les horreurs qu'il y avait dans quelques abattoirs, et donc ils avaient peur que si les musulmans viennent rallumer la mèche dans le débat, c'est le Front National qui risquait de l'emporter. Donc encore une fois, les musulmans sont sacrifiés sur l'autel d'enjeux politiques et ou économiques. D'accord. Ben, je vous remercie Fouad et puis à bientôt sur la Tribune des Pirates. À bientôt, je pense. Assalamu alaikum.